Le journal de l'information. Bonjour à toutes et à tous, Amel Bouazza avec vous. Il est 8h à Alger, 7h temps universel. L'actualité de ce matin sur le continent africain, c'est tout de suite. Sans plus attendre, voici les principaux titres de ce journal. Crise à l'est de la RDC, l'ONU met en garde contre un risque d'embrasement régional. L'Érythrée annonce son retrait de l'IGAD. Nous reviendrons sur les causes dans ce journal. Coopération judiciaire, le Sénégal suspend toute extradition vers la France et accuse Paris de ne pas coopérer. Et enfin, football, CAN 2025, le sélectionneur algérien dévoile la liste des 28 joueurs retenus pour la compétition. Mais avant de développer ces titres, nous commencerons ce journal par ce démenti du ministère algérien de la Défense nationale. L'institution algérienne a fermement dénoncé hier une campagne calomnieuse menée par certains médias et sites électroniques qui colportent de faux récits accusant l'Algérie de créer des unités de mercenaires opérant dans la région du Sahel, des allégations dénuées de toute vérité, fabriquées de toutes pièces par des médias exécutant des agendas hostiles, visant à porter atteinte à la réputation de l'armée nationale populaire et à ternir l'image de l'Algérie sur les scènes régionales et internationales, souligne la même source. Le MDN rappelle que l'ANP, digne héritière de l'armée de libération nationale, agit dans le strict respect de la Constitution, des lois de la République et des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de respect de la souveraineté des États, privilégiant le dialogue et les solutions pacifiques. Partie intégrante du Sahel, l'Algérie, ajoutant, œuvre inlassablement pour la paix, la stabilité et le développement de la région et rejette toute surenchère sur sa lutte pionnière et déterminée contre le terrorisme. Et comme je vous le disais en titre, les Nations Unies ont lancé une nouvelle alerte sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Après une nouvelle offensive du groupe armé M23 dans le sud Kivu, l'ONU met en garde contre un risque d'embrasement régional et ce malgré la récente signature à Washington d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, évoque une régionalisation de plus en plus marquée du conflit avec l'implication directe ou indirecte de forces étrangères, des mouvements transfrontaliers de combattants et de populations déplacées ainsi que des menaces sur l'unité de l'État congolais dans un climat de forte tension dans la région des Grands Lacs, un risque de conflit régional partagé par de nombreux observateurs. Je vous propose d'écouter l'éclairage de l'analyste politique Abdoulaye Mbo. Il est contacté par Rania Etrassi. Un accord de paix a été signé à Washington entre les présidents Paul Kagame et Tshisekedi, véritablement dans la République démocratique du Congo. Mais très tôt, on a vu une offensive du M23. Cela s'explique par le fait que l'accord de paix concerne véritablement le Rwanda et la RDC et non pas le M23. Donc, le M23 va continuer son offensive et le Rwanda fera comme si, en réalité, il ne continue pas d'appuyer ces forces du M23. Il y a des conséquences parce qu'on a vu la réaction véritablement du Burundi. Comme l'on dit à voix autorisée, on est parti pour un embrasement régional de ce conflit et je crois bien qu'il faudra faire très attention et que l'ONU et les États-Unis doivent jouer leur partition afin d'aller dans le sens de stopper l'avancée notoire et significative du M23. Après la région des Grands Lacs, direction l'Afrique de l'Est, l'Érythrée a annoncé ce vendredi son retrait de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Asmara a fait part de sa décision de se retirer de l'IGAD, bloc regroupant des États d'Afrique de l'Est, moins de 2 ans après y avoir fait son retour. Quelles en sont les causes? Je vous propose d'écouter les explications d'Agré Mutombo, journaliste pour The East African Journal du Nation Media Group de Nairobi. Il est contacté par Riyad Mamri. La décision de l'Érythrée de se retirer de l'IGAD repose sur le fait qu'elle accuse l'organisation de travailler au profit de certains États membres afin de lui porter atteinte. Bien sûr, ces États membres ne sont pas mentionnés explicitement dans les raisons avancées, mais l'Érythrée accuse l'Éthiopie d'utiliser l'organisation régionale pour l'affaiblir. L'une des raisons invoquées est que l'actuel secrétaire exécutif est un ancien ministre éthiopien des Affaires étrangères et pour cette raison, l'Érythrée estime qu'il ne cherche pas à permettre à tous les membres de s'exprimer d'une seule voix. Et dans son communiqué, Asmara estime que l'organisation formée par 8 pays dont la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan et l'Ouganda ne contribue pas de manière significative à la stabilité de la région. La situation au Soudan et les dissensions avec l'Éthiopie pourraient expliquer cette rupture. C'est en tout cas l'explication que soutient le journaliste du quotidien kényan The Nation, Agré Mutombo. On l'écoute à nouveau toujours au micro de Riyad Mamri.
Il y a quelques mois, le Soudan avait également exprimé des réserves similaires concernant les décisions de l'IGAD, notamment lors d'un incident particulièrement embarrassant où il avait refusé d'approuver un communiqué qui avait déjà été rendu public. Donc, à l'avenir, nous nous attendons à ce que certaines fissures persistent au sein de l'IGAD, notamment son incapacité à servir de médiateur dans les conflits régionaux tels que celui du Soudan. Rappelons que l'IGAD a été très influente par le passé, notamment en jouant le rôle de médiation et en mettant fin au conflit au Soudan du Sud, même si, comme vous le savez peut-être, certaines questions restent en suspens concernant la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud. En Afrique de l'Ouest, cette fois-ci, le Bénin, le Guinée-Bissau et le terrorisme au cœur d'un nouveau sommet de la CEDEAO à Abuja ce dimanche 14 décembre. Renversement du président Umaro Sissoko Embalo à Bissau, tentative de putsch contre le président Patrice Talon à Cotonou, mais aussi la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réunissent au Nigeria avec un ordre du jour très chargé. Restons toujours en Afrique de l'Ouest. S'agirait-il des prémices d'une crise diplomatique entre le Sénégal et la France? C'est la question qu'on se pose, notamment après cette annonce du gouvernement sénégalais qui a indiqué avoir suspendu les extraditions vers la France en dépit de la convention en ce sens liant les deux pays. Yacine Fall, la ministre de la Justice sénégalaise, a fait cette annonce à l'Assemblée nationale. C'était lors de l'examen du projet de budget de son ministère. Nous avons décidé de suspendre toute extradition vers la France jusqu'à ce que la France réponde à nos demandes. C'est ce qu'elle a déclaré. Le Sénégal a donné toutes les justifications et continue de demander l'extradition de deux personnes, a fait savoir la ministre, déplorant le dilatoire entretenu par la justice française sur ces requêtes. Comme il s'agit d'un accord, la réciprocité va s'appliquer, a ajouté la ministre de la Justice. La demande sénégalaise concerne un homme d'affaires et un patron de presse qui se sont exilés en France après l'ouverture d'informations judiciaires à leur encontre. Les deux pays avaient signé en septembre 2021 une convention d'extradition entrant dans le cadre de l'entraide judiciaire. Toujours en Afrique de l'Ouest, direction le Togo, le 9e congrès panafricain de Lomé, placé sous le thème renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir, a pris fin vendredi soir avec de nombreuses recommandations. Le point sur ce congrès avec Assou Apedo, notre correspondant à Lomé. Pendant plusieurs jours, des délégations venues de tous les horizons du monde, d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Amérique latine et des communautés afro-descendantes ont convergé vers la capitale togolaise pour prendre part à ce grand rendez-vous dédié au renouveau du panafricanisme. Dès l'ouverture de la rencontre, les travaux se sont structurés autour des commissions, des thématiques, panels de haut niveau, ateliers de réflexion et forums citoyens donnant lieu à des échanges francs et constructifs, orientés non vers de simples constats mais vers la formulation de propositions concrètes à inscrire dans des politiques publiques dynamiques de coopération. Les discussions se sont concentrées sur les réformes en cours au Conseil de sécurité des Nations Unies, au FMI, à la Banque mondiale et à l'Organisation mondiale du commerce. Les participants ont souligné les limites d'un système multilatéral jugé peu représentatif des réalités économiques et démographiques du continent. Le congrès a mis l'accent sur la mobilisation souveraine des ressources et le développement auto-centré, durable et inclusif. Les participants ont été encouragés à occuper une place centrale dans les discussions en mettant l'accent sur les défis de santé publique, de sécurité alimentaire et de coopération économique. Le Congrès a également souligné l'importance de la décolonisation mentale et identitaire ainsi que la valorisation des cultures africaines. Soit P2 de notre Togo pour Ifrique FM. Et parlant histoire et mémoire à présent, donner aux rues et aux places des noms qui parlent vraiment au peuple béninois. C'est le chantier lancé par le gouvernement avec la création d'une commission nationale de la toponymie et de la mémoire dévoilée début décembre. C'est un sujet dont nous parle Chris de Cambi. Une commission d'experts aura pour mission de revoir les noms des lieux et de mettre en avant les héros nationaux. Une initiative saluée par Sylvain Sewa, passionné d'histoire et auteur des chaînes invisibles Afrique de l'Ouest, signé par la déportation. Le gouvernement béninois a décidé de rebaptiser les places publiques au Bénin. D'autres places publiques vont connaître des changements de nom en tenant compte des aspirations profondes, surtout pour la métamorphose que connaît le pays. C'est un acte appréciable à encourager et à accompagner. Il faut chercher à se perfectionner. Et c'est justement ce perfectionnement qui est quotidiennement recherché à travers chaque action
que nous posons. Rebaptiser les places publiques au Bénin par le gouvernement est à accompagner et à apprécier. Ce projet s'inscrit dans la continuité du Bénin vis-à-vis de l'histoire coloniale puis décoloniale de l'Afrique, avec des initiatives déjà marquantes comme le retour des biens culturels, l'installation des statues de Bio-Cura et de l'Amazone, ou encore les monuments aux dévoués à Cotonou. Et cap sur l'Afrique centrale au Cameroun, les violences basées sur le genre touchent plus de 55% des femmes. Le phénomène est aggravé par la pauvreté, l'exode rural et certaines normes culturelles. Et dans les régions anglophones, le One Stop Center d'Afiri appelle à un engagement accru de l'État pour une lutte durable contre cette forme de violence. Lionel Bayang-Fils, notre correspondant à Yaoundé, nous en dit plus. Inauguré en décembre 2024, ce premier One Stop Center a su transformer l'ancien espace qui était encore détenu par l'Association camerounaise d'appui aux initiatives des femmes pour l'épanouissement en guichet unique, gratuit et confidentiel pour les survivantes. Yvonne Flore Balema, présidente d'Afiri, elle-même survivante de violences conjugales. Vous savez, la clé dans les violences, c'est l'autonomisation. Et nous avons pensé à un projet durable parce que les AGR que nous avions l'habitude de faire, c'était des petits accompagnements de très courte durée. Mais on s'est dit, il faut quelque chose de durable pour la femme. Que la femme soit capable d'apporter tous les jours à la maison pour être financièrement indépendante et de mieux s'occuper d'elle-même et ses enfants. Opérationnel 24 heures sur 24, ce centre vise à élargir son impact en luttant contre les violences conjugales et basées sur le genre, inclut des formations en entrepreneuriat, digital et art, se trouve être aujourd'hui le modèle d'espoir et de résilience pour plusieurs. Naomi Gebanga, je suis réfugiée, résident au Cameroun. Par rapport à ce qui s'est passé à la Centrafrique, la guerre, on a fui pour venir se réfugier à Yaoundé. Tous les traumatismes qu'on a vécu à la Centrafrique, Afiri est venu vraiment nous aider, nous donner la force, le courage. Au-delà de l'accompagnement immédiat, le centre Afiri agit pour l'autonomisation économique des femmes avec des projets concrets qui permettent aux survivantes de générer des revenus. Une démarche qui crée une solidarité active entre survivantes, offrant un soutien psychologique, social et moral. Depuis Yaoundé, la cité capitale, Lionel Bayang-Fils pour Ifriqiya FM. Un mot d'économie en bref, une information qui devrait susciter la joie en Afrique de l'Ouest. La commission de la CEDEAO a annoncé l'entrée en vigueur le 1er janvier d'une réforme majeure de la fiscalité du transport aérien dans l'espace communautaire. Tous les États membres supprimeront les taxes non directement liées au transport aérien et appliqueront une réduction de 25% sur les redevances passagers et de sécurité selon les experts parlementaires de la CEDEAO. L'application stricte de l'acte pourrait entraîner une baisse des prix des billets d'avion de 40% et stimuler la demande de 20 à 30%. Environnement, la 7e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement UNEA 7, organisée à Nairobi sous le thème « Faire progresser des solutions durables pour une planète résiliente », rassemble depuis quelques jours plus de 170 délégations pour renforcer l'action face aux menaces environnementales mondiales. C'est un sujet signé Janicia Matandi. Les discussions ont porté sur les enjeux majeurs tels que la protection des glaciers, essentiels pour l'approvisionnement en eau de milliards de personnes, et la gouvernance des océans avec une attention particulière pour les récifs coralliens et la justice climatique. Les délégués se sont également penchés sur la nécessité d'une exploitation plus durable des métaux et minéraux indispensables à la transition énergétique, ainsi que sur les effets environnementaux de l'intelligence artificielle, qui offre de nouvelles possibilités de surveillance écologique tout en soulevant des inquiétudes liées à sa forte consommation d'énergie et aux déchets électroniques qu'elle génère. Plusieurs pays ont insisté sur l'urgence d'accélérer l'adoption des énergies propres et de renforcer l'économie circulaire afin de réduire l'empreinte écologique mondiale. Et un mot de sport pour finir. Le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne de football, Vladimir Petkovic, a dévoilé hier une liste de 28 joueurs, dont 2 évoluant dans le championnat local en vue de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 21 décembre au 18 janvier. Plusieurs points à retenir. Donc la convocation pour la première fois des attaquants Adil Boulbina Del Douhail du Qatar, Erdogan Barkan Del Wakara également du Qatar. Révélation de l'équipe nationale A de la Coupe arabe. En revanche, le milieu de terrain Nabil Bentaleb ne figure pas sur cette liste. Pour rappel, les coéquipiers de Issa Mandi sont attendus demain lundi au centre technique de Sidi Moussa pour le début de leur stage avant de s'envoler pour le pays hôte de la CAN vendredi à bord d'un vol spécial. L'Algérie, c'est la 21e participation
participation à la CAN évoluera dans le groupe E, en compagnie du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et du Soudan. Les Algériens entameront la compétition le mercredi 24 décembre face au Soudan, avant de défier le Burkina le dimanche 28 décembre, puis la Guinée équatoriale le mercredi 31 décembre. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Merci à Youssef à la console technique, à Hassiba Jbloun à la réalisation, Rania au multimédia et Taous Bencheikha à la régie d'antenne. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui a préparé ce journal, à sa tête bien sûr le rédacteur en chef Zine Sharfawi. Retrouvez tout de suite le bulletin météo présenté par Varso Mifundo. Très bonne écoute.